Ce matin étouffant d'août, la foule se pressait en silence devant l'ancien palais de justice de Ouagadougou. La façade fissurée du bâtiment, couverte de poussière et de moisissures, semblait un symbole parfait de l'état de la justice dans le pays. Rouillé, corrompu, manipulé. Les rumeurs circulaient à tous les coins de rue. Des chuchotements parlaient d'une audience hors du commun. Car cette fois, ce n'était pas n'importe quel citoyen qui était jugé. C'était Ibrahim Traoré. L'homme qui avait tenu tête à des généraux, qui avait refusé de plier devant des puissances étrangères, se trouvait désormais sur le banc des accusés, injustement accusé. On avait fabriqué des preuves, déformé des déclarations, monté un spectacle. Mais tout le monde savait, ce n'était pas un procès, c'était un piège. Le juge qui présidait l'affaire, connu seulement sous le nom de Monsieur Djamé, était un homme en costume ajusté, au sourire tordu et aux yeux froids. Il portait sur ses épaules le poids de décennies de servilité. Il avait été récompensé à maintes reprises pour sa fidélité institutionnelle, une fidélité qui n'avait jamais été à la vérité, mais au pouvoir. Ce matin-là, il entra dans la salle d'audience avec un plaisir dissimulé. Ses chaussures parfaitement cirées claquaient sur le parquet comme s'il battait la mesure d'un défilé d'humiliation. Il voulait voir Ibrahim brisé. Il voulait être celui qui aurait le plaisir de déclarer coupable cet homme qui avait osé défier le système. Traoré était là, debout, sans menottes, les mains fermement posées devant lui. Il ne souriait pas, mais ses yeux brûlaient d'une flamme vive. Il portait une simple chemise en coton brut, celle qu'il mettait lors de ses réunions avec les agriculteurs dans les villages. Ce n'était pas une mise en scène, c'était sa vérité. Derrière lui, la foule observait en silence, certains déjà les larmes aux yeux. Des jeunes portèrent des t-shirts à son effigie. Des anciens avaient parcouru des kilomètres pour être là. Ils savaient. Ce n'était pas seulement un procès, c'était une épreuve de résistance spirituelle. Le parquet présenta des preuves falsifiées, des virements bancaires inexistants, des enregistrements audio truqués, des témoins coachés. Et lorsque Ibrahim demanda la parole pour se défendre, le juge l'interrompit d'un ton sec. « Vous aurez votre moment, si je le permets. » Un murmure d'indignation traversa la salle. Traoré se contenta de prendre une profonde inspiration. Il ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur ceux du juge. C'est alors que Djamé décida de faire ce qu'il semblait avoir répété pendant des jours. Il attaqua non seulement l'accusé, mais son honneur, son héritage, son peuple. Ça, ce tribunal n'est pas là pour entendre des discours populistes, colonel. Ici, ce n'est pas votre tribune révolutionnaire. Ici, vous n'êtes qu'un accusé, et peut-être le pire d'entre eux. Le silence tomba comme une pierre. Même les agents de sécurité semblaient mal à l'aise. L'insulte était directe, calculée, cruelle. Mais ce qui effrayait le plus n'était pas le ton, c'était l'intention. Le juge voulait le briser. Il voulait le voir réagir avec colère. Il voulait le voir chanceler. Mais Traoré, les yeux humides et la voix grave, se contenta de dire « S'il est un crime d'être fidèle à mon peuple, alors je serai coupable avec joie, mais pas pour vous, pour eux. » Et il désigna discrètement la foule à l'extérieur. Là dehors, malgré la chaleur, des centaines de personnes s'étaient agenouillées en prière, beaucoup en silence. D'autres tenaient des pancartes avec des versets de psaumes et des mots comme « dignité »,« justice »,« espérance ». C'était comme si tout le pays était là, contenu dans chaque souffle. Les minutes suivantes furent marquées par des questions absurdes, des interruptions volontairement agaçantes, des provocations. À un moment, le juge haussa le ton. « Répondez, colonel, ou préférez-vous jouer la comédie pour vos paysans dehors ?» Cette fois, même les journalistes présents échangèrent des regards. La ligne avait été franchie. C'était une humiliation publique, retransmise en direct par de petites chaînes indépendantes qui couvraient l'événement clandestinement. L'avocat de la défense, un vieil homme qui avait été compagnon de lutte de Thomas Sankara, demanda une intervention. Mais Djamé abattit son marteau avec un sourire provocateur. Dans ce tribunal, celui qui crie « c'est moi ». Et puis vint le moment inattendu. Traoré, calmement, sortit une feuille pliée de la poche de sa chemise. Il demanda la permission de lire un extrait d'un discours ancien, prononcé par un leader africain oublié par l'histoire. La permission, bien sûr, fut refusée. Mais le silence s'était déjà répandu. Il lut quand même. Quand la justice cesse de servir le peuple, elle devient un instrument d'oppression. Et quand cela arrive, les tribunaux ne sont plus des maisons de la loi, ce sont des maisons de la honte. Ce n'était pas seulement la foule dehors qui écoutait. Dans les coulisses,
Au sein du système judiciaire, il y avait de jeunes juges, des procureurs révoltés, des fonctionnaires qui commençaient à voir en Traoré quelque chose de différent. Un courage qui ne criait pas, mais résistait. Jammeh se leva de son siège. Il frappait sur la table, hurlait, disait que c'était une insulte. Mais plus il criait, plus sa stature diminuait. On aurait dit que l'autorité avait changé de camp. La salle n'était plus du côté du juge. Elle était avec cet homme simple, à la voix ferme et à la fois inébranlable. C'est à ce moment que tout commença à changer. Un bruit métallique résonna depuis le fond de la salle. La porte arrière s'ouvrit. Un officier de l'armée entra, suivi de 2 hommes en noir. Ils remirent au juge une enveloppe scellée. Il l'ouvrit sur place. Son visage blêmi, ses mains tremblaient. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Puis il regarda Traoré avec un regard qui n'était plus arrogant, mais terrifié. Le public ne le savait pas encore, mais cette enveloppe contenait un ordre de la Cour suprême. La procédure était suspendue. Les preuves devaient être réexaminées. Et plus encore, une enquête serait ouverte sur la conduite du juge lui-même. La salle entière se leva, pas en criant, mais par révérence. Certains commencèrent à pleurer, d'autres entonnèrent doucement des hymnes anciens de liberté. Jammeh ne prononça plus un mot. Il quitta la salle, le visage en sueur, les pas précipités, le regard perdu. À l'extérieur du tribunal, Ibrahim Traoré sortit en silence. Il leva les yeux vers le ciel, puis vers le peuple, et il dit simplement « Nous n'avons pas encore gagné, mais aujourd'hui, nous avons résisté. » Cette nuit-là, la ville ne dormit pas. Ce n'était pas seulement une victoire au tribunal, c'était une fissure dans le système, une étincelle d'espoir au milieu de décennies d'oppression déguisée en légalité. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, les jeunes dansaient, les mères soulevaient leurs enfants vers le ciel en signe de gratitude. Les anciens s'asseyaient à l'ombre des arbres pour raconter ce qu'ils avaient vu, comme s'ils avaient assisté à un miracle. Mais Ibrahim Traoré ne fêtait pas. Il s'était retiré dans une petite chambre à l'intérieur d'un couvent abandonné, loin des caméras, des cris et de la fête. Il était en silence, agenouillé, le front posé sur le sol froid en ciment, priant non pour la vengeance, mais pour la clarté. Il savait que cette victoire n'était qu'une pièce d'un échiquier bien plus grand, un pas sur une route encore pleine de pièges. Pendant que le peuple célébrait dans les rues, dans des bureaux sombres et des salles verrouillées, des hommes puissants se tordèrent de rage. Jammeh, le juge humilié, avait été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Mais il n'était pas seul. Il y avait des ministres qui le protégeaient, des hommes d'affaires qui profitaient des injustices qu'il validait, des diplomates étrangers qui finançaient, en secret, toute la machinerie. Pour ces hommes, Traoré était un virus, et le procès qui avait échoué n'était que le premier anticorps qu'ils avaient tenté d'utiliser. Désormais, réunis dans une maison luxueuse en périphérie de la capitale, ils élaboraient de nouveaux plans. Ils voulaient ternir son image de manière définitive. S'ils ne pouvaient le briser au tribunal, ils le feraient dans les médias, en coulisses, dans le cœur du peuple. De l'autre côté de la ville, dans un champ desséché, Ibrahim rencontrait un vieil ami, un homme de peu de mots, qui avait combattu à ses côtés dans des temps révolus. Il s'appelait Adama. Il était aveugle d'un œil, mais voyait plus que beaucoup. Les 2 hommes marchaient parmi des arbres tordus, parlant à voix basse, comme si même le vent pouvait être un espion. Adama l'avertissait. Les jours à venir seraient encore plus difficiles. Ils savaient que leurs ennemis ne s'arrêteraient pas, mais ils savaient aussi que le peuple s'était éveillé, et une fois éveillé, l'esprit de justice ne se rendormirait pas. Pendant ce temps, les médias nationaux se divisaient. Certains canaux, financés par des intérêts étrangers, lancèrent une campagne de diffamation. Ils créèrent des titres déformés, tentèrent de lier Traoré à des groupes radicaux, utilisèrent des images truquées et des témoignages achetés. Mais le peuple, immunisé contre les mensonges, commença à réagir. Ils créèrent des réseaux communautaires, des radios populaires, des chaînes YouTube diffusant en direct des vérités que les grands médias refusaient de montrer. En peu de temps, un réseau alternatif se forma, une nouvelle forme de résistance, sans armes, mais avec des mots, sans violence, mais avec du courage. Et c'est alors que vint l'invitation qui allait tout changer. Une organisation internationale de droits humains, après avoir visionné l'enregistrement du procès, décida d'inviter Ibrahim à prendre la parole lors d'une conférence mondiale. Le thème « Justice, courage et souveraineté africaine ». C'était une opportunité sans précédent.
non seulement pour donner sa version des faits, mais pour montrer au monde la réalité derrière la façade de stabilité. Au début, il hésita. Il ne cherchait ni la gloire, ni la reconnaissance hors de ses frontières. Mais ses conseillers les plus proches insistèrent. Il fallait montrer que la lutte n'était pas seulement locale, mais universelle, que les souffrances du Burkina Faso étaient aussi celles de l'Éthiopie, du Congo, d'Haïti, des favelas du Brésil et des banlieues de Paris. Lors du voyage vers Genève, Traoré resta silencieux presque tout le temps. Il regardait par le hublot de l'avion avec des yeux fermes, mais pensifs. Il portait sur lui une petite Bible et une photo d'un enfant tenant un morceau de pain, prise dans un village où il s'était rendu des années plus tôt. Cette image, plus que n'importe quel discours préparé, était ce qui le motivait. Il ne voulait pas être célébré. Il voulait être un pont entre la souffrance et le changement, entre l'injustice et la restauration. L'auditorium était comble. Des dirigeants, des juristes, des journalistes, des représentants de nations qui ignoraient le continent africain jusqu'à ce qu'il devienne intéressant pour leurs affaires. Et là, au centre de la scène, sous une lumière blanche qui l'éclairait, Ibrahim commença à parler. Il ne lut pas de discours, il ne cita pas de statistiques. Il raconta simplement ce qu'il avait vécu, les menaces auxquelles il avait fait face, les trahisons silencieuses. Le jour où il fut insulté dans son propre pays pour avoir tenté de protéger son peuple. Et lorsqu'il termina, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Il y eut un silence profond, un silence de ceux qui sont confrontés à la vérité et ne savent comment réagir. Puis, comme une vague lente, les applaudissements surgirent, longs, fermes, respectueux. Beaucoup pleuraient, d'autres le regardaient avec un mélange de honte et d'admiration. À son retour dans son pays, l'accueil fut différent. Ce n'était plus seulement le peuple qui l'attendait, c'était l'histoire. Car en ce court laps de temps, quelque chose avait changé. Le procès n'était plus au centre du récit. Désormais, ce qui comptait, c'était ce qui allait suivre. Les jeunes organisaient déjà des groupes d'études sur la justice populaire. Les enseignants réécrivaient les programmes scolaires pour inclure les événements de ce mois comme un tournant. Et dans plusieurs coins du pays, des fresques murales commençaient à apparaître avec la phrase « La vérité ne peut être jugée, elle se lève ». Djamé, quant à lui, disparut de la vie publique. Certains disent qu'il s'est enfui en France, d'autres qu'il vit encore caché dans une propriété de luxe. Mais plus personne ne l'écoute. Son nom est devenu synonyme de honte, de tout ce que le peuple a décidé d'abandonner. Et Traoré, il reprit ses marches dans les villages, sans escorte, sans faste. Il s'asseyait avec les pêcheurs, discutait avec les agriculteurs, entrait dans des écoles en terre battue et demandait aux enfants ce qu'ils voulèrent devenir plus tard. Et dans presque toutes les réponses, le mot « justice » revenait. La graine était semée, mais il y avait autre chose, quelque chose que personne ne savait. Tout au long du procès, alors qu'il était insulté, jugé et diffamé, Traoré gardait un carnet caché. Dedans, il écrivait ses prières, ses pensées et une lettre. Une seule lettre, adressée non à un politicien, non à un allié, mais à un ennemi, ce même juge qui l'avait insulté. La lettre disait « Si un jour vos yeux se remettent à voir le peuple comme des êtres humains et non comme une masse, vous saurez où me trouver. Car même ceux qui sont tombés méritent la rédemption. » Traoré savait, le véritable leader n'est pas celui qui vainc son ennemi. C'est celui qui lui offre une chance de redevenir humain. Dans la dernière scène, la caméra s'éloigne lentement d'Ibrahim Traoré marchant seul sur une route de terre au crépuscule, entouré de champs dorés. Le ciel, peint de teintes de feu et d'espoir, semble murmurer que l'histoire n'est pas encore terminée. Un enfant court derrière lui, tenant un livre avec le mot « Justice » écrit à la main. Il s'arrête, s'agenouille, sourit et dit « L'avenir appartient à ceux qui n'abandonnent pas, même quand tout semble perdu. » Et alors, tandis que la lumière s'évanouit à l'horizon, une voix murmure « Car même dans la poussière naissent des révolutions. »